Merci. Pour ce qui est de la fonction d'évasion, la fonction distractive, on peut considérer en littérature que tous les créateurs que sont les écrivains, ils nous attirent d'abord par cette fonction-là. C'est pour cela que vous n'êtes pas... Quand vous avez l'habitude de consulter les documents, on appelle cette fonction-là les fonctions premières de la création littéraire. Quand vous vous engagez dans une librairie, avant de penser à aller puiser des leçons de morale dans n'importe quelle œuvre, vous êtes d'abord attiré, c'est-à-dire par cet aspect agréable d'abord de la lecture, le style de l'écrivain. C'est pour cela que cette fonction, comme l'avait dit Madame Kébé tout à l'heure, c'est la base en quelque sorte de l'écriture. Donc c'est les fonctions premières. Hein, c'est une des fonctions les plus importantes. Maintenant, le créateur qu'est l'écrivain, il va profiter de son style, de la beauté, comme Victor Hugo. Il va profiter de la beauté de sa création pour glisser des leçons de morale, pour glisser son engagement. Ça va? À mon avis, il serait plus judicieux de parler de divertissement, de parler de fonction de divertissement. Et maintenant, l'évasion est un des aspects du divertissement. Parce que dans le divertissement, on peut trouver également le fait que, avec la lecture d'une œuvre littéraire, on a la possibilité de vaincre la solitude. Généralement, nous lisons des textes littéraires lorsque nous sommes seuls et qu'on a beaucoup de temps. Et là, la lecture de ces œuvres nous permet donc de faire face à la solitude. Et d'un autre côté, à partir du moment où, moi, lorsque je lis, j'accepte d'entrer dans un autre univers qui est différent du réel, parce qu'après tout, l'univers de l'œuvre littéraire me propose un autre monde. C'est ainsi que intervient maintenant ce que vous voulez appeler la fonction évasion. Mais en réalité, le fait de détacher le lecteur de la réalité pour l'amener vers un autre monde, c'est une occasion, une chose exceptionnelle qui va lui permettre de faire des découvertes, de rencontrer des choses qu'il n'a pas pu rencontrer dans la réalité, à travers d'autres personnages, par exemple s'il s'agit de romans, ou bien s'il s'agit de la poésie, de se délecter véritablement. Et il va y avoir après un retour sur la réalité. C'est à ce niveau-là que ça devient intéressant. Autrement dit, l'œuvre littéraire, en nous proposant l'évasion, c'est une manière de nous détacher de la réalité pour mieux nous y ramener. Parce qu'on ne peut pas écrire une œuvre littéraire aussi à partir du néant. Il faut nécessairement que l'écrivain s'inspire de la réalité. C'est ça que je voulais donner comme précision. J'aurais aimé intervenir sur la fonction esthétique dont on parlait tout à l'heure. En réalité, on peut parler effectivement de fonction esthétique. Si on est dans le cadre, par exemple, des romans du XXe siècle, je prends l'exemple du nouveau roman. Les nouveaux romanciers créent des romans qui mettent moins l'accent sur l'histoire qui est racontée, parce qu'on n'est plus dans la forme traditionnelle du roman, ou du temps de Balzac par exemple, ou de Flaubert, vous pouvez avoir une histoire qui est racontée du début à la fin, avec une évolution chronologique, mais à partir du XXe siècle, avec les nouveaux romanciers, cette
conception du roman n'est plus de mise. Pourquoi? Parce que c'est un peu lié à la situation de l'homme du XXe siècle. N'oublions pas que le XXe siècle est une période marquée par d'abord la Première Guerre mondiale, ensuite la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que l'homme est sorti de ces événements douloureux avec une conscience complètement déchirée, traumatisée, bouleversée. Et c'est pour cette raison que la littérature, qui nécessairement doit porter les empreintes de l'histoire, les empreintes de la réalité, ne pouvait pas ne pas montrer cet état d'esprit de l'homme du XXe siècle. Voilà la raison pour laquelle ces romanciers vont écrire des romans qui vont s'intéresser davantage à la création dans le roman. C'est ainsi que, par exemple, on va avoir des romans qui vont perdre, des personnages, par exemple, qui vont perdre leur contenu. Si vous prenez l'exemple d'Alain Robbe-Grillet, dans son roman intitulé La jalousie, mais on a des personnages qui n'ont pas de nom. C'est le cas de A. Le personnage s'appelle A. Et il a créé ce personnage-là volontairement. C'est pour montrer que l'homme ne se connaît plus. Il ne sait plus qui il est. Et il doute de l'avenir. Et ce déchirement de la conscience-là, on devait montrer cela. Et puisque le personnage n'existe plus, mais l'histoire aussi ne peut plus exister. Parce que celui qui fait l'histoire, mais c'est le personnage. Ce sont les personnages qui font des actions, et l'ensemble des actions forment l'histoire. Voilà. Todorov, c'est lui-même qui a dit que le roman, la façon dont il voudrait que le roman soit, c'est-à-dire que le nouveau roman soit, il a dit que le roman est moins l'écriture d'une aventure que l'aventure d'une écriture. Si vous comprenez ça, moi je pense que tout de suite ça fait même plus débat. Le roman est moins l'écriture d'une aventure, d'une histoire qu'on raconte un peu partout, que quoi? L'aventure d'une écriture. C'est une écriture qui va se chercher. Dès l'instant que l'écriture est en train de se chercher, j'espère que M. Ban confirmera mes propos, ça suppose que nous avons en face de nous une fonction, exactement comme l'a dit la demoiselle, une fonction d'évasion. Le roman est en train de se chercher, il est en train de se construire à travers un nouveau style qui essaie de friser plus ou moins la perfection en s'opposant au roman traditionnel. Voilà, c'est ce que donc je voulais ajouter, sans trop palabrer dessus. Je vais ajouter quelque chose. Lui, Aragon, appelle le roman le mentir vrai. Le mentir vrai. On assimile le romancier, vous m'excusez, à un singe de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de créer. Et le romancier ne fait qu'une imitation. Le roman vise plutôt le vraisemblable. Aucun romancier ne prétend dire la vérité, le vrai. Donc, on recrée une certaine situation pour la rendre consommable. Donc, le roman, tout dans le roman, c'est du papier. Les personnages, les lieux, l'intrigue, l'histoire racontée, c'est de la fiction. Bien sûr, pour rendre l'histoire consommable, acceptable, vraisemblable, on tire certains éléments du réel. Mais le roman, c'est une fiction. L'esthétique se trouve-t-elle dans les écrits des surréalistes? Donc, c'est Moussegnan. Moussegnan, voilà. Donc, l'esthétique se trouve-t-elle dans les écrits des surréalistes? Ça, c'est évident. Chez les surréalistes, vous savez que c'est le courant que vous avez vu cette année. Et vos professeurs vous ont dit, sûrement, vous ont parlé des techniques surréalistes. Et parmi ces techniques, il y a une technique qui a été illustrée par Guillaume Apollinaire. C'est quelle technique? Ah, vous avez oublié. Très bien. Les calligrammes. Alors, qu'appelle donc calligramme? C'est un texte, oui, qui est donc en rapport avec le dessin. Et donc le contenu du texte. Comme par exemple la cravate, n'est-ce pas?
Donc, l'esthétisme là dont vous parlez, on le retrouve pratiquement dans les genres littéraires de manière générale et dans les courants littéraires. Vous comprenez? Seulement, la fonction privilégiée chez les surréalistes, nous le savons, c'est l'engagement. Et en dehors de l'engagement, il y a également le lyrisme qui est bien présent chez les surréalistes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on vous donne un sujet de dissertation portant sur le surréalisme, à travers les fonctions, vous pourrez parler de l'engagement, du lyrisme, mais également de l'esthétisme. Donc, ce sont des fonctions qui sont communes, donc de manière générale, aux différents genres et courants. Ce sont les fonctions de la littérature de manière générale. Bien. Alors, bon, je n'ai pas pris le nom de la demoiselle là, qui a posé la question donc, sur le point de vue personnel de l'élève dans la conclusion. Est-ce qu'il faut employer je ou bien nous? C'est ça votre question, non? Voilà. Alors, j'avoue que depuis plusieurs années, je dis aux élèves, il faut toujours employer le nous, aussi bien dans l'introduction, dans le développement que dans la conclusion. Même si par ailleurs, on pourrait accepter le jeu dans l'opinion personnelle. Vous allez vers l'examen. Et à l'examen, il faut faire en sorte que ce que vous produisez soit accepté par les correcteurs. Et ce qui est sûr, c'est que les correcteurs accepteront l'utilisation du nous. Ça, au moins, c'est sûr. Personne ne vous reprochera d'avoir employé le nous. Est-ce que vous me comprenez? Par contre, on pourrait vous reprocher d'avoir employé le je. Donc, conclusion, je vous recommande d'utiliser le nous à la place du je. Et ensuite, toujours dire aux élèves que quand vous donnez votre opinion personnelle, il y en a qui disent à notre avis, nous pensons. J'avais oublié de le mentionner. À notre avis, nous pensons. Ça, c'est un, comment on appelle ça en figure de style? Un pléonasme. Très bien. C'est un pléonasme. Il faut dire, à notre avis, la littérature, etc. Ou bien, nous pensons que la littérature, mais pas les deux à la fois. Parce que si vous le faites, ce serait un français sérieux. Bien. Maintenant, dernière question, bon, pas dernière question. Concernant la dissertation, est-ce qu'il est obligatoire d'employer des citations dans le corps du devoir? Ce n'est pas une obligation. La citation n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, ce sont les exemples. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis aux élèves, si vous avez une vingtaine de citations, même si les citations sont bonnes, intéressantes, sans aucun exemple, ce n'est pas bon. Très sincèrement, les exemples, c'est obligatoire. La citation n'est pas obligatoire. Mais on peut les utiliser pour étayer notre argumentation. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Okay. Par rapport à ce qu'elle a dit, on ne peut absolument rien lui reprocher à madame. Elle a dit exactement ce qui se passe. J'ajoute seulement que un exemple, il est de trois natures différentes. Un exemple peut être une citation. Un exemple peut être tiré de la vie de l'écrivain, c'est-à-dire la biographie. Un exemple peut aussi être tiré d'un extrait, d'un livre, ça dépend, en tout cas d'un passage textuel connu, lu, et que vous êtes à mesure de restituer. Voilà les trois natures d'exemples, très simplement, disons que vous pouvez choisir, parmi lesquelles vous en choisissez une nature d'exemple, et vous produisez votre illustration, en toute simplicité. Voilà, donc c'est ce qu'elle a dit, et on ne peut pas le lui reprocher, c'est exactement ça. Concernant cette question-là, où l'élève Nian a demandé si l'esthétique se trouve dans les écrits des surréalistes, il faut savoir que les surréalistes ont donné trois fonctions à la poésie. Il y a chez les surréalistes une poésie engagée, il y a chez les réalistes une fonction lyrique de la poésie,
Et il y a chez les surréalistes une fonction esthétique de la poésie. Esthétique, lyrique, engagée. Et je crois que ce n'est même pas la peine d'y revenir, étant donné que Madame en avait longuement débattu tout à l'heure. Sauf qu'on peut se limiter simplement aux exemples à fournir pour cet état de fait. Pour ce qui s'agit par exemple de la fonction lyrique, de la poésie surréaliste, je vous incite à lire un texte de Robert Desnos. C'est quel texte? Il y a un texte que Robert Desnos a écrit et qui est tout à fait lyrique. Ah, ou bien je m'arrête là, je vous laisse chercher. Je vous laisse chercher. Si, c'est bien de vous laisser chercher. Il y a ensuite un autre auteur par rapport à une autre forme de poésie, une autre fonction de la poésie. J'ai cité tout à l'heure la fonction esthétique, mais il y a aussi la fonction lyrique, mais il y a aussi la fonction esthétique. Là, il faut lire par exemple La colombe poignardée et le jet d'eau, écrit par Guillaume Apollinaire. C'est des calligraphes. C'est en rapport avec l'esthétique. Il y a enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, fonction esthétique, fonction lyrique, mais aussi fonction engagée. Lisez encore Robert Desnos. Cette fois-ci, je peux vous offrir le titre de ce texte-là, Ce cœur qui haïssait la guerre. Vous lisez ce texte, vous vous rendrez compte que l'auteur est en train de se révolter non seulement contre la guerre, qui est inhumaine, mais aussi de se révolter contre ceux qui ont créé cette guerre-là, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. Voilà les trois principales fonctions que les surréalistes assignent à la poésie. Merci beaucoup. Dans le développement, est-ce que la synthèse est obligatoire? Alors moi je dis que très souvent, nous parlons de plan dialectique. Et quand nous parlons de plan dialectique ou critique, nous pensons à la thèse, à l'antithèse et à la synthèse. Mais tout dépend du sujet qu'on vous donne. Je vais en profiter pour répondre en même temps à la question de mademoiselle. Je vais en profiter pour répondre à la fois, donc, en même temps donc, à la question de mademoiselle, qui voulait savoir si on doit poser une question dans le plan pour la synthèse. Déjà, si l'élève veut faire la thèse et l'antithèse, il n'a pas alors le droit de poser une troisième question de synthèse. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si l'élève prévoit de faire une synthèse, obligatoirement, ça doit faire l'objet d'une question ou bien d'une phrase, donc pour l'annoncer dans l'introduction. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, j'ai dit, on ne peut pas annoncer deux idées et en traiter trois. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Même si vous faites une très bonne synthèse, si elle n'a pas été annoncée dans l'introduction, ça pose problème et ça peut vous porter préjudice. C'est bon. Maintenant, est-ce que la synthèse est obligatoire? J'aurais bien aimé vous donner une réponse définitive. Malheureusement, je ne le pourrai pas. Vous savez pourquoi? Il faut oser le dire. Il y a une division pour cette question-là. D'aucuns pensent que c'est obligatoire et d'autres pas. Mais rassurez-vous, nous, avant que nous ne corrigions les copies, il y a toujours ce qu'on appelle une concertation dans les différentes disciplines, que ce soit en français, en mathématiques, en SVT ou bien en histoire géo. Nous nous concertons pour voir ce qu'il y a lieu de retenir pour ne pas pénaliser l'élève. Et c'est là que cette question va donc intervenir. On parlera de ça. Et sûrement, nous demanderons aux collègues de tolérer les copies où l'élève n'a pas fait de synthèse. J'aurais bien aimé que Aïssatou soit là parce qu'on en avait discuté. Et toujours en séminaire, dans les animations pédagogiques, cette question revient très souvent. Et elle reviendra également. Je crois que, une fois, des élèves m'ont dit, nous, notre professeur, nous demande de faire une synthèse obligatoirement. Dialectique, oui. Et quand j'ai interpellé le professeur, il, ou bien même elle m'a dit,
C'est vrai que je leur demande de faire la synthèse. Je sais que ce n'est pas obligatoire, mais je veux qu'ils apprennent également à faire la synthèse, à maîtriser la technique. Donc vraiment, chers élèves, pour cette question-là, voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Maintenant, les autres vont contribuer. Alors, je ne saurais dire des choses plus judicieuses que celles qui ont été dites tout à l'heure par ces éminents professeurs. La seule chose sur laquelle je voudrais intervenir et surtout attirer votre attention, c'est surtout par rapport à cette question de la synthèse. Aujourd'hui, la question ne se pose plus parce qu'on vous donne déjà une orientation avec cette nouvelle formule du bac de l'UEMOA. C'est comme si on vous faisait porter des œillères. Vous connaissez qui porte des œillères? Le cheval. Vous avez une direction qui est là devant vous, qui vous est tracée. Vous n'avez plus le droit d'inventer une synthèse, même plus le droit d'inventer un plan parce qu'il vous a été déjà donné. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de reformuler ce plan ou bien vous vous y conformez, vous faites du copier-coller. Est-ce que vous avez compris? Tout à l'heure également, on a parlé, quelqu'un a posé la question à savoir s'il y avait une fonction évasive. À mon avis, fonction évasive, on n'en parle pas. On parle de fonction d'évasion. Évasive, c'est un adjectif qui signifie vague, imprécis, fuyant. Donc, arrêtez ou bien essayez de vous départir de ces expressions qui risquent d'être alambiquées ou bien de vous faire verser dans d'autres considérations. Alors, je ne pourrais pas rendre le micro sans pour autant essayer de vous parler un tout petit peu de cette fonction qu'on appelle la fonction esthétique, autrement appelée fonction de recherche sur la langue, ou bien la recherche de la perfection formelle dans la production littéraire. Cette fonction, je rappelle, elle apparaît surtout dans la production du XXe siècle. Tout à l'heure, M. Diaw et Mme Bitikebe vous en ont parlé. Si vous regardez bien la configuration de ce qu'on appelle le nouveau roman, c'est-à-dire ce roman qui est né, qui a été créé dans les années 40-50 par un groupe d'écrivains, notamment les Michel Butor, les Nathalie Sarraute, les Alain Robbe-Grillet, vous allez remarquer qu'il y a de nouvelles considérations dans la production littéraire. Michel Ban vous a parlé de la suppression du personnage en tant que personne. On avait l'habitude de vous dire que le roman est composé par des éléments comme la personne, le personnage autant pour moi, qui est un être de papier, mais qui toujours est une personne. À partir du XXe siècle, cette personne disparaît, elle laisse la place soit à des objets, à des choses, ou bien à une dénomination ou des initiales. La personne ne s'appelle plus Demba, Fatou ou Ramata, elle devient, ou le personnage de roman devient un A, ou un JC, ou un JP, ou tout simplement un objet. On a parlé tout à l'heure de Fatou Diom. Ketala, très bien. Dans ce roman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la parole à des objets. Elle donne la parole à ses affaires personnelles. La défunte, ou bien la morte, laisse ses bagages, ses affaires, et ce sont ces affaires-là qui font le roman, qui jouent l'action. Donc, le personnage d'Emba, Fatou, Modou, Aïssatou n'existe plus dans ce roman. C'est le canapé qui parle, c'est la montre qui parle, c'est l'armoire qui parle, c'est le foulard même qui parle. Donc là, nous avons une déconstruction du récit traditionnel. Au-delà de ce personnage qui n'est plus la personne faite de chair et d'os, l'auteur a
apporte ce qu'on appelle de nouvelles techniques comme le recours aux analepses et aux prolepses. C'est-à-dire, il y a des retours en arrière. Des fois, on est carrément dérouté. On a l'impression d'être dans un film, on a l'impression d'être dans une aventure et on parle de l'écriture de l'aventure ou de l'aventure de l'écriture. Au-delà de ces jeux d'analepse et de prolepse, il y a la mise en abîme. La mise en abîme, c'est-à-dire, il y a un grand récit qui est là, et à l'intérieur de ce grand récit, de petits récits s'y greffent pour expliquer le grand. J'ai l'habitude de citer la grande Aminata Sow Fall, vous me direz que c'est mon écrivain de prédilection ou de choix. Oui, Aminata Sow Fall qui, dans son dernier roman, L'Empire du mensonge, procède par cette technique de mise en abîme. Donc, on a l'habitude de dire que le nouveau roman, c'est certes les Français qui l'ont porté sur les fronts baptismaux, qui l'ont créé, mais dans la littérature africaine, vous allez retrouver beaucoup d'occurrences ou bien beaucoup d'exemples de ce nouveau roman. Bon, on peut ajouter beaucoup d'autres exemples, mais pour ne pas monopoliser la parole, pour ne pas être trop bavarde, je m'en arrête là en attendant d'être dans ma classe et d'expliquer. Ah oui, il faudrait une explication. J'aurais été soldat si je n'étais poète. Hugo est un militant. C'est un militant, c'est quelqu'un de très engagé. Il a défendu, par exemple, il a condamné la peine de mort par humanisme. Il a condamné la peine de mort parce que lui, il croit beaucoup plus à l'éducation. C'est ce même Hugo qui a dit, ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons. Donc, il est dans la même dynamique. J'aurais été soldat si je n'étais poète, parce que tout simplement, le soldat, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa nation. C'est quelqu'un de courageux, qui est au front et qui défend son pays, qui défend un drapeau. Hugo a défendu le drapeau de la France, a défendu le drapeau de l'homme tout court à travers ses écrits. Donc ici, c'est la question du militantisme chez Hugo. Il est romantique, mais il prône un romantisme engagé, militant. Merci. Voilà. Il y a aussi une autre citation à commenter. Ne faites point de moi un homme de haine pour qui je n'ai que haine. Ce sont des paroles de Aimé Césaire, extraites de Cahiers d'un retour au pays natal. Une œuvre publiée en 1939. Dedans, dès le début, que dit l'auteur? Va-t'en, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, je déteste les larbins, les anotons de l'espérance, voilà, donc ces gens-là, les blancs, qui sont en train en quelque sorte de vider l'Afrique de toute sa richesse. Donc quand quelqu'un donc vous dit ça, va-t'en, gueule de flic, gueule de vache, on pourrait penser que celui-là, il éprouve de la haine envers le monde occidental. Mais dans son œuvre, plus loin, il précise au lecteur que, attention, ne fais pas de moi un homme de haine. Ne pense pas que je suis haineux envers le monde occidental. Parce que moi-même, je n'aime pas la haine tout court. Ah, il le dit maintenant, Dieu seul sait, est-ce que c'est le cas ou tel n'est pas le cas? En tout cas, tout ce que je sais, c'est que si c'était Senghor qui l'avait dit, je n'aurais même pas hésité, j'aurais compris. Mais si c'est Césaire qui le dit, alors là, il y a problème. Parce que Senghor, chez lui, c'est un engagement, c'est vrai. Il est engagé, il critique, mais derrière la critique, il prône le pardon. Tandis que chez Senghor, chez Césaire, il n'y a pas de négociation. Le blanc ne m'aime pas, je ne vais pas l'aimer. Et il n'arrête pas de dénoncer, de critiquer tout ce qu'il voit et qui nuit au monde noir en particulier, mais aussi en général, aux autres races victimes de la race blanche. Bref, s'il le dit, on va lui accorder le bénéfice du doute. En tout cas, il est en train de dire que méfiez-vous, lorsque je dénonce la haine, ça ne veut pas dire que j'éprouve de la haine. Non, je n'aime pas la haine, je ne l'éprouve pas, mais je ne l'éprouve pas à tel point que je n'accepterai pas
que quelqu'un manifeste de la haine envers une autre race. Je pense qu'il faut le saisir juste comme ça, dans sa totale simplicité. Voilà, il y a enfin une dernière question, où l'élève, c'est une fille, j'ai oublié de mentionner son nom, elle a demandé si dans une dissertation, on peut par exemple parler et du divertissement et de l'esthétique. Est-ce que les deux-là peuvent se retrouver dans une même dissertation? Bon, moi je me dis que la question ne se pose pas tellement, ça dépend des sujets. S'il y a un sujet véritablement où l'élève est invité et même obligé de parler du divertissement et de la fonction esthétique, mais il en parlera. Tout dépend donc des sujets, des consignes. C'est à vous de vous exercer. Je vous en prie, exercez-vous avec l'un de ces 24 sujets-là dont j'ai parlé tout à l'heure et certainement vous vous retrouverez dedans. Vous retrouverez dedans beaucoup de configurations de plans selon la consigne que j'y ai publiée. Voilà, donc c'est ça, je pense que c'était l'essentiel. Il n'y a pas d'autres questions, à part que, bon, là, oui, je pense que les collègues ont déjà répondu à l'essentiel de ces questions-là, que nous avons récupérées avec Amicham, Aïssatou Diorne, etc. Voilà. On a beaucoup parlé de poésie. Restez, s'il vous plaît, on va terminer en beauté. Nous avons beaucoup parlé de poésie, de romans, et peu de théâtre, presque pas. Moi, je vais parler du conte. Je suis poète, j'ai publié un recueil de poèmes, mais on a parlé beaucoup de poésie. Je suis aussi conteuse et je voudrais donc faire cette prestation. Les bonnes. À mon avis. Ce conte s'appelle Un homme chassé à cause de son intelligence. Il est tellement intelligent que son intelligence faisait des jaloux. Il était peut-être comme Diao. Et voilà, son père voulut qu'il se marie. Et à cette époque, on cherchait épouse pour son fils. Mais lui refusait. Tout le temps, il refusait. On lui présente la plus belle fille du village, il refuse. Maintenant, on lui demande pourquoi. Pourquoi il n'accepte pas de faire comme tout le monde? Il a dit, puisque je suis intelligent, puisque tout le monde dit que je suis intelligent, il me faut une femme intelligente. Son père lui dit quoi? Une femme intelligente. Mais parce que ça, c'est un proverbe. Voilà ce qu'il le dit. Et littéralement, nous avons le cerveau aussi penché que nos seins. Et lui, il n'était pas d'accord. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais chercher une femme intelligente et j'en ferai mon épouse. Le papa n'était pas content. Il voulait que son fils se marie vite. Et à bout de force, il fit un chantage à son fils. Soit tu acceptes celle que j'ai choisie pour toi, soit tu quittes ma maison. Il a préféré quitter le domicile familial à la recherche d'une femme de son choix et mieux d'une femme intelligente. Il prit son cheval, galopa pendant des jours et demandait tour à tour aux gens qu'il rencontrait s'ils ne connaissaient pas une femme dont on parlait de son intelligence. Et ça l'amena dans un village assez lointain où il se présenta et une fois sur les lieux, on le reçut comme un prince et le père de famille demanda à sa fille qui se nommait Kumba de donner de l'eau aux visiteurs. Après les salamalek qui durent longtemps, le papa lui posa une question. Donc, l'objet de votre visite, j'ai entendu papa parler de votre fille. On m'a dit que c'est une fille très intelligente. Il dit, ah oui, elle est là depuis très longtemps, je ne parviens pas à la marier. Tous les hommes fuient. Et le papa lui dit, toi, tu habites où? Il dit, en haut. Chikao. Chikao? Oui, en haut. Non, Sant, quel est ton nom? Chisouf. En bas. Et au fond, où habites-tu? Oui, ça je l'ai déjà dit. Ton nom, prénom, un jour. Je m'appelle un jour. J'habite en haut et mon nom de famille en bas. Le papa intrigué, il dit, ah, mon fils, je ne comprends pas ton langage, mais attends, je vais appeler ma fille, Kumba, parce qu'elle est aussi jeune que toi et peut comprendre ton langage. La fille vint et lui répéta les mêmes questions. Où habites-tu? Kao.
Non, Sant, ton nom de famille? Souf. Ton prénom? 11 jours. D'accord, attends. Elle repartit voir son père. Papa, cet homme habite à Tagar. Il s'appelle Gamou et a comme nom de famille Kan. Son père lui dit, mais comment sais-tu tout cela? Il dit, papa, un jour, tu sais très bien que les fêtes de Gamou, nous les célébrons. Il faut qu'il fasse avec Ben, il s'appelle Gamou. Gamou. Tagar, Tag, ça vient de le radical, c'est Tag. Tag, se situe en hauteur. Donc, il habite dans un village juché sur la montagne. Tagar, ce qu'on appelle monticule. Il vit sur les montagnes. Et son nom de famille, Souf Kan. Donc, sous forme d'énigme, la fille, en tout cas, est arrivée à déchiffrer cette énigme. Et Gamou lui dit, toi, je veux t'épouser. Il dit, ah, je vais appeler mon père. Et il demanda officiellement la main de Kumba. Le père était tellement content parce qu'il voulait tellement marier sa fille, mais tous les hommes fuyaient devant l'intelligence de cette femme. Généralement, on préfère les femmes naïves. Et donc, des fêtes, voilà, il y a eu une célébration du mariage, on égorgea des bœufs, des chèvres, des poulets, donc une grande fête fut donnée. Et quelques jours après, Gamou demanda la permission à son beau-père d'emmener enfin sa femme à Tagar pour la présenter aux siens. Ainsi dit, ainsi fut fait, et ils voyagèrent pendant longtemps, pendant quelques jours, et une fois arrivés au village, Gamou avait du mal à aller chez lui parce qu'il a été chassé de chez lui. Donc il alla voir les anciens du quartier qui ont intercédé en sa faveur pour que son père puisse l'accepter. Mais le papa était tellement heureux que son fils ait pu trouver une femme que l'histoire fut enterrée. Voilà, de nouvelles fêtes furent célébrées et quelques jours plus tard, Gamou était, disons, gagné par l'ennui. Et heureusement pour lui, les jeunes de son âge sont venus le voir. Gamou, depuis que tu es marié, on ne peut plus rien faire avec toi. Allons faire du commerce, allons acheter des bœufs, allons acheter des moutons et nous allons les vendre et en tirer du profit. Avant de partir, Gamou qui accepta demanda à son papa de prendre soin de son épouse. Papa, celle-ci, ma femme est une étrangère. Il faut qu'elle soit à l'aise et je te la confie. Le papa lui donna ses bénédictions et lui demanda de partir tranquille. Ils achetèrent donc du bétail de village en village, jusqu'à ce que le bétail fût considérable. Et donc, ils devaient rentrer pour vendre les bêtes. À quelques milles du village, les deux jeunes dirent à Gamou de puiser de l'eau pour les bêtes. Gamou, est-ce que tu as le courage de descendre dans le puits, puiser de l'eau pour nos bêtes? Il faut que nos bêtes soient assez fraîches avant que nous ne regagnions notre village. Gamou, très courageux, leur dit, non, il n'y a aucun problème, je vais descendre. Et on l'attacha autour d'une corde, il descendit jusqu'au fond du puits, n'est-ce pas? Et voilà, donc après que les bêtes furent tous abreuvées, on devait le hisser hors du puits. Mais malheureusement, c'était un plan ourdi par ses compagnons. Ils coupèrent la corde et le laissèrent au fond du puits. Mais pourquoi vous me faites ça? Faites-moi sortir. On dit, toi, tu ne sortiras pas. Tu vas mourir dans ce puits. On en a assez de toi. Chacun dit que tu es intelligent, que tu as une femme intelligente. On en a assez de toi. Tu vas mourir ici. Elle a dit, d'accord. Je sais que je vais mourir. Mais est-ce que je peux dire mes dernières volontés? Oui, dis ce que tu veux. Si vous allez à la maison, annoncez ma mort. Appelez ma femme et mon père. Et vous leur direz d'aller dans l'enclos, dans mon enclos, de détacher mes deux moutons. L'un qui est noir, l'autre qui est rouge. Frappez le mouton noir
jusqu'à la mort. Attachez aussi le mouton rouge, frappez-le jusqu'à la mort. On dit, mais toi, de quoi tu nous parles? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu vas mourir, tu nous parles de mouton rouge et de mouton noir. Je dis, est-ce que vous me donnez la promesse de dire ce que je vous ai demandé de dire à mes parents? D'accord, tu as un mouton noir, un mouton rouge. Voilà, on va tuer le mouton noir et on va attacher le mouton rouge et on va le frapper jusqu'au soir. Donc, ils arrivèrent au village et voilà, chaque famille accueillait avec chaleur son fils et il ne manquait que Gamou. Son papa était là, à côté de sa femme. Le papa lui dit, mais où est mon fils? Et bien sûr, ils versèrent des larmes de crocodile. Votre fils, il est tombé dans le puits. Il est tombé dans le puits. On a tout fait pour le sauver, mais il est mort. Le papa a failli s'évanouir. Kumba était là. Djongé comme Yaye Mara était là. Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, votre mari est mort. Nous sommes désolés. Nous représentons nos condoléances. Maintenant, il nous a demandé de vous dire une chose. Papa, ton fils nous demande de tuer le mouton noir et d'attacher le mouton rouge, de le frapper jusqu'au soir. S'il meurt, vous le jetez. Le père a dit, quoi? C'est ça qu'il a dit? Oui. Et le papa s'est dirigé vers l'enclos. Kumba l'a suivi. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ah, je vais chercher le mouton rouge. Papa, tu as déjà vu un mouton rouge? Mais c'est vrai, il n'y a pas de mouton rouge. Il dit, tu sais, Gamou nous a envoyé un message. Regarde bien les deux garçons qui nous ont annoncé la mort. L'un a un teint très rouge, l'autre a un teint très noir. Il demande de tuer l'un et d'attacher l'autre, de le frapper jusqu'au soir. Il va nous dire où se trouve Gamou. On termine. Donc, la fille a compris le message. Et le papa est revenu appeler les jeunes pour qu'on attrape les deux. Et il fait. On tue l'un et l'autre, on le frappe. Où est Gamou? Où est Gamou? Où est Gamou? Où est Taïmade? Où est Gamou? Où est Gamou? Gamou n'est pas mort. Il est dans un puits. Allons à sa recherche. Ils allèrent secourir Gamou, qui était très fatigué, mais qui n'était pas mort, qui était à l'intérieur du puits. On le sortit du puits et ils rentrèrent tous ensemble dans leur village. Et bien sûr, il y a eu un conflit, mais Gamou a tenu à ce que toutes les bêtes soient partagées de façon équitable. Quelques jours passèrent. Le calme était revenu. Le groupe d'amis, on n'a pas, donc l'un a survécu. Et donc le groupe d'amis est revenu pour demander à Gamou d'aller acheter du tabac. Mais lorsqu'il passait à travers donc, la clôture en paille, Gamou avait vu que leurs habits étaient très déformés. Ils vinrent, Gamou, allons acheter du tabac. On va acheter du tabac où? Dans tel village, allons acheter du tabac. Je dis, d'accord. Kumba, va dans notre case. Apporte-moi ma pipe, remplis-la jusqu'à ras-bord et n'oublie pas mes allumettes. Kumba courut, alla dans la case, prit le fusil, mit la poudre, enleva la gâchette et lança le fusil à son mari qui tira. Pam, pam, pam. Ils détalèrent tous, chapeau, chaussures, tout partir en l'air. Faut vous le dire. Merci.